Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. On est ensemble jusqu'à 20h comme chaque mardi. Au sommaire de cette émission, nous allons recevoir d'ici quelques instants Alex Marvel pour les chroniques de Marvel, le chroniqueur de France le plus suivi sur YouTube en ce qui concerne l'univers Marvel. Emmanuel Chevreul nous livrera son avis sur certains films à l'affiche actuellement. Vous connaissez ses avis acérés d'ailleurs. On aura également Patrick Prugne, un auteur de bande dessinée que nous avons rencontré samedi dernier à la librairie Bulle. En deuxième partie de cette émission, nous consacrerons une large partie justement à Super Format. C'est ce qui va préfigurer une SMAC, une salle des musiques actuelles en Sarthe. On recevra Thomas Château de l'Excelsior et Dominique Quettel des Saulnières, 2 des 5 structures qui font partie de Super Format. Et nous dirons en quoi ce projet va peut-être changer la donne sur la scène sartoise pour les groupes locaux et puis notamment la mutualisation de moyens. Et on terminera avec Maine Découverte et le 90e magazine qui vient de sortir, consacré notamment à l'archéologie en Mayenne, et puis le MIFAC, le marché international du film, sur les artistes d'art contemporain. Voilà le programme du Bocal Local. À tout de suite. Il est passé chez le barbier pendant les vacances. Emmanuel Chevreul, bonsoir. Oui, par contre, il est resté avec son téléphone. Non, mais c'est pas ça, j'avais un trou. Sur les films que vous avez présentés. Ouais, non, mais voilà, voilà, je vieillis, hein, voilà, c'est ça, tu vois, il y a les lunettes qui vont avec, tout ça. Oh là, je peux mettre celle-là, ça va être plus classe, comme ça. Ouais, parfait, parfait. Pour faire de la télé, c'est formidable, on dirait Joe Star. 4 films pour vous. Oui, à peu près, enfin, je vais pas vous raconter mes vacances, mais je veux dire que pendant les vacances, j'ai appris à parler coréen du Sud. Oui. Parce que ça a l'air chaud comme film. Alors non, mais j'en ai vu, surtout j'en ai vu. Alors il y a pas que ça, parce que moi j'ai trouvé. Alors je suis pas un fan du tout de cinéma asiatique, et là j'ai vu successivement. C'est pour ça qu'il y avait un titre qui m'échappait. C'était pas pour chercher les noms, parce que là c'est on oublie. Mais 3 films coréens du Sud extraordinaires, de très haut niveau. Le premier, qui est à mon avis le meilleur d'ailleurs, qui est The Strangers, qui est une espèce d'exorciste coréen. C'est absolument dément. Ça dure 2 plombes 40, et ça vous entraîne dans un univers de chaman, d'exorciste, mais en même temps avec un vrai, voilà, et une mise en scène absolument géniale. Un autre dont le titre m'échappe, c'est Man Over Hills, quelque chose comme ça, sur l'histoire d'un policier ultra violent qui en fait rêve de devenir une femme. C'est complètement barré et avec une mise en scène là aussi d'une virtuosité assez étonnante. Et le troisième, donc, qui est encore à l'affiche, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, ça s'appelle Dernier Train pour Busan. Voilà, c'est un film de zombies, mais là aussi, comme The Strangers, c'est-à-dire c'est des films qui cassent les codes complètement. Et qui sont donc tout à fait à la fois vraiment des mises en scène vraiment virtuoses. C'est pas du petit film de zombies à 2 balles. Il y a vraiment de la classe, et en même temps avec plein d'idées, et on casse les codes, et c'est alors, Dernier Train, c'est pas drôle, mais c'est un film de zombies. Mais il y a vraiment il y a un truc qui sort de l'ordinaire. Puis c'est une sorte de huis clos dans un train, quand même, entre guillemets. Et ça revisite le film de zombies. Non, c'est vraiment bien. Alors, donc Turama, Divine et aussi France dans. Voilà. Alors Divine un peu moins, parce que j'ai pas eu le temps de tout voir. Je l'ai pas. Voilà. Il regarde les films en plusieurs fois. Divine, je l'ai pas vu. En fait, Divine, je l'ai pas vu, mais tout le monde dit que c'est génial. Il faut absolument aller le voir. Et surtout, la réalisatrice sera Mamers. Pas ce jeudi-ci, mais le jeudi suivant. D'accord. Donc voilà, c'était pour vous le dire. J'y reviendrai. Je parle des 2 autres là. Non, tout à l'heure. On va d'abord parler de comics. Ça relie le cinéma, puisque Alex, vous avez une chaîne sur YouTube, les chroniques de Marvel. Marvel avec 2 L. J'imagine que c'est plus simple pour pas se faire attaquer par Marvel. C'est ça. Le chroniqueur le plus suivi en France, avec des pics de vidéos qui peuvent atteindre quasiment les 60 000 personnes sur certaines chroniques. En tout cas, l'univers Marvel, vous êtes le premier, ça c'est une certitude. Pourquoi Marvel, Alex, plus que DC Comics? Parce qu'il y a une compétition dans les comics entre Marvel et DC? Il y en a toujours eu une depuis les créations. Après, moi je préfère Marvel parce que c'est un peu plus coloré, les histoires sont un peu plus simples. C'est pas forcément de la lecture enfantin, mais moi je m'y retrouve mieux dans les personnages, dans les séries, voilà. Les personnages les plus connus de chez Marvel? Les Avengers, Spider-Man. Donc dans les Avengers, c'est Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Ant-Man, la Guêpe. Enfin, après, il y a eu beaucoup d'autres personnages qui sont entrés chez les Avengers.
y a toute l'équipe des X-Men, et puis celui qui cartonne le plus en ce moment, c'est Deadpool, bien entendu. Et on parlait de cinéma avec Emmanuel, il y a eu depuis, je sais pas, vous allez me contredire peut-être, mais au moins 5-6 ans, je dirais, une pléthore justement de films. Est-ce que c'était pour l'occasion, pour ces studios-là, de réhabiliter, entre guillemets, les super-héros, de leur redonner une image un peu plus moderne, je sais pas. Ça a commencé dans les années 2000 avec X-Men, numéro 1, de Brian Hitch, si je dis pas de bêtises. Et puis après, Marvel Studios, qui maintenant a été racheté par Disney en 2009, eux ont sorti un film sur chaque personnage. Et donc ils ont fait 5 films et du coup ça a créé les Avengers et c'est là en fait. C'est à la sortie vraiment de Avengers numéro 1 que ça a vraiment explosé le mode super-héros, quoi. Votre chronique, votre chronique, Alex, elle était plutôt centrée au départ. Alors maintenant, elle a beaucoup évolué, on va en parler. Mais sur ces personnages, justement, sur l'univers, évidemment, mais sur des personnages bien précis, expliquer qui ils sont, comment ils sont arrivés dans l'univers. C'était ça, votre parti pris ? En fait, l'idée m'est venue de faire ça à la fin, justement, du film Avengers. On voit un bonhomme, un monstre vilain violet qui se retourne. C'est la scène post-générique. Et tout le monde me demandait, mais c'est qui ? Alors, je expliquais, donc c'est Thanos. C'est un grand vilain dans l'univers Marvel. Il a eu une énorme saga dans les années 80 qui s'appelait Le Gant de l'Infini, qui du coup va être la 3e partie d'Avengers 3. Ça va être là-dessus, ça va tout réunir. Et du coup, tout le monde me demandait. Et je me disais, mais au bout d'un moment, mais pourquoi pas trouver un format, expliquer qui est Thanos. Donc à la base, j'avais juste ce personnage en idée. Et puis je me suis dit, peut-être en format vidéo sur YouTube, ça pourrait marcher, faire un peu une encyclopédie de personnages et puis décoder les personnages pour ceux qui regardent les films et qui lisent pas forcément de comics. Donc voilà, l'idée partait de là, donc j'ai fait la chronique sur Thanos. Elle a eu un petit succès, maintenant ça n'a rien à voir, mais pour le début déjà je trouvais ça très 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 bien. Et puis du coup j'ai fait, tiens, pourquoi pas continuer là-dessus sur des personnages secondaires de l'univers cinématographique Marvel, et que les gens ne connaissent pas forcément dans les films parce qu'ils ne sont pas présentés, ils n'ont pas tous des origines, et par contre expliquer leurs vraies origines dans les comics. Et c'est un vrai complément du coup avec certains films qu'on peut aller voir, parce que ici dans le bocal on a eu l'habitude de parler de comics, on est allé voir aussi des films, mais moi objectivement je vais voir les films parce que souvent j'en prends plein la tronche et je trouve que c'est hyper bien fait, je suis assez friand de ce genre de film, mais c'est un peu complémentaire parce que du coup certains personnages, hop, on va sur les chroniques de Marvel et on peut peut-être rentrer un peu plus profondément justement dans les histoires, parce qu'en fait il y a plein d'enchevêtrements dans l'univers Marvel. C'est ça. Puis il y a toujours des petites anecdotes à sortir entre les comics et les films. Il y a des origines différentes, il y a des petites choses que les gens qui regardent les films ne savent pas forcément, alors que dans les comics c'est très connu, quoi. Par exemple que Vif Argent et la sorcière rouge, donc on a vu du côté de chez la Fox dans les X-Men et puis du côté de chez Marvel dans Avengers, en fait c'est les enfants de Magneto. Magneto c'est le plus grand des vilains des X-Men. Voilà. C'est tout simple dans les comics, tout le monde le sait dans les comics, mais ceux qui ne lisent pas de comics, ils feront jamais le rapprochement. Et il y a des petits clins d'œil dans les films, justement dans les X-Men, c'est X-Men Days of Future Past, il y a un petit clin d'œil où Vif Argent parle à Magneto et dit ma mère est sortie avec un mec comme toi qui maniait le métal. Et voilà. Et du coup il se retourne un peu et en fait c'est son père. Lui il le sait, et nous on le sait pas quand on regarde le film. C'est plein de petits clins d'œil comme ça, et du coup c'est super, donc j'essaie aussi de les raconter dans les chroniques. Du coup vous avez de la pression, Alex, entre guillemets, parce que quand vous parlez à vos potes à la sortie du cinéma et que vous pouvez vous raconter Thanos, si vous dites une bêtise c'est pas très très grave. C'est pas très grave. Quand on est sur la chaîne YouTube, qu'on est suivi par près de 60 000 personnes sur telle ou telle chronique, on imagine qu'en plus c'est une niche, les comics, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont passionnés, qui connaissent un minimum, donc il y a quand même une recherche assez incroyable. Pas que, j'ai surtout des gens qui veulent découvrir ou qui redécouvrent, qui avaient arrêté les comics et à 40 ans ils veulent se remettre à lire des comics, et du coup ils récupèrent un peu le retard qu'ils ont eu. Mais vous faites les chroniques. Beaucoup de recherches pour être sûr de ne pas dire de bêtises, pour être sûr aussi de donner quelques infos. Beaucoup de recherches, j'ai pas mal d'ouvrages à la maison, donc sur les origines des personnages, et puis après des comics que je relis sur les origines du personnage que je vais faire, et puis après c'est des recherches sur internet, mais je prends à chaque fois plusieurs sources pour voir si elles se relient entre elles, parce que chacun explique un peu. Parce que si je m'arrête à la page Wikipédia, là c'est sûr
j'espère que je vais raconter que des bêtises. C'est souvent le cas. Alex parlait la première février 2014 pour Thanos. Ça a évolué, les chroniques de Marvel. Aujourd'hui, il y a des formats un peu plus longs. Oui, beaucoup plus longs. Et puis, il y a aussi des interviews, puisque cette chronique vous a permis d'être invité sur différents salons, notamment par Marvel. Voilà. Vous y faites quoi d'ailleurs sur les salons ? Je dédicace. Vous dédicacez, voilà. C'est un peu la star déjà. Et vous avez dédicacé avec Stan Lee, vous l'avez rencontré? J'ai rencontré Stan Lee, mais c'était avant les chroniques. Avant les chroniques. C'est le pape des comics, que ce soit. C'est que Marvel, Stan Lee? Stan Lee, oui, c'est que Marvel, principalement. C'est le créateur de Spider-Man, des Spider-Man, des Avengers, des X-Men. Voilà. Vous vous êtes équipé suffisamment, Alex, pour du coup aussi faire quelque chose de... J'imagine que vous avez toujours envie d'évoluer dans cette chronique. Oui. J'ai entendu parler de fond vert, de caméra, de micro. Avant, la première vidéo, par exemple, je filmais juste avec une caméra sans micro, en 480p, coupé sur les côtés. Maintenant, voilà, je filme en 1080, j'ai des éclairages, j'ai des spots, j'ai un micro, j'ai des fonds verts. Vous êtes sponsorisé Pas sponsorisé, mais je suis suivi par Panini Comics qui publie justement Marvel Comics en France. D'accord. Voilà, et je suis invité sur leur stand de nouveau là pour la Paris Comic Con 21, 22 et 23 octobre. Donc à Paris, sur le stand Panini, je dédicacerai pendant 3 jours. C'est une reconnaissance, ça a quand même du travail. C'est super. On voit aussi sur l'évolution des vidéos la bibliothèque. Ouais, un petit peu. Vous arrivez à acheter ou pas Non, il faut que je rachète une étagère, j'ai deux piles par terre là. Les fréquences de publication des chroniques de Alors Marvel. au début c'était une fois toutes les 2 semaines, parce que la vidéo durait 2 minutes 30, 3 minutes, avec pas beaucoup de montage. Là, maintenant les vidéos durent en moyenne 10 minutes sur un seul personnage, avec une trentaine d'heures de montage. Donc maintenant j'en sors une toutes les 3 semaines. C'est du boulot, ouais, c'est pas mal de boulot. Ouais. Et à chaque fois que vous allez dans les salons, vous êtes invité, pareil, interview des personnalités que vous pouvez côtoyer, rencontrer. Oui, avec Panini, j'ai la chance du coup d'avoir un peu l'exclusivité de pouvoir interviewer les auteurs et les dessinateurs qu'ils invitent sur leur stand. Et puis je filme aussi leurs conférences sur les nouveautés. Et après, j'anime de temps en temps des conférences également quand on me le demande. Les chroniques de Marvel que vous pouvez retrouver sur YouTube, vous tapez Marvel, c'est en 2 mots. M-A-R, espace V-E-2-L. V-E-2-L, oui, en Sarthe, le chroniqueur le plus suivi sur le mouvement. Non, et puis le chroniqueur cinéma le plus suivi, c'est moi. C'est ça. Le cinéma, ça fait partie intégrante, pas forcément que les films de comics, on va pas résumer les comics vous allez au cinéma voir tout aussi. Bien sûr, bien sûr. On commence par quoi? Ça fait une bonne transition, Emmanuel. Juste pour dire, parce qu'on avait fini l'année, on avait fini l'été, enfin l'année scolaire, ce que tu voulais, sur un film qu'on attendait beaucoup et qui est ma grande déception de l'été. C'était quoi? Suicide Squad. Ah oui. Ah oui. Super. Enfin voilà. Ouais, une demi-heure très bien et 1 heure et demie, toute la bonne. Première partie, oui voilà. Des origines est très vraiment bien faite. Et puis après, merde, le vilain qui est un peu tiré par les cheveux. Quoi. Ouais. C'est amené vraiment. C'est DC ça par contre. Ouais, c'est DC. Ouais. Le problème en fait, c'est que Marvel, ils ont commencé en 2004, je crois, avec Iron Man 1. Ouais. Donc eux, ils ont eu le temps d'étaler, de bien installer leurs personnages, de bien installer leur univers. Puis maintenant sortira des Avengers 2, Avengers 3 qui va sortir. Voilà, c'est bien construit, bien amené. Et là, DC a voulu rattraper tout ce retard avec Superman, le Superman Man of Steel. Après, Man of Steel, ça allait encore. Man of Steel, ça allait encore. Contre Batman, là. Et Batman versus Superman, où ils ont voulu amener tout l'univers d'un coup. Oh là là, qu'est-ce que Suicide Squad, du coup, c'est un peu pareil. C'est gros casting. Exactement, c'est l'impression que ça donne à Suicide Squad. Suicide Squad, ça ressemble à un Gardien des Galaxies chez Marvel. Ouais. Clairement. Mais Gardien des Galaxies, c'est un autre niveau. Ça, c'était mortel. On est d'accord. Emmanuel, on commence par quoi? Dernier train pour Busan? Alors, dernier train pour Busan, je vais pas revenir, j'en ai parlé il y a 2 minutes. Un petit peu, on est un système de maladie, tout le monde est dans un train, il y a des zombies. Un grand classique, je vous dis, mais bon. Non, il y a 2 films là. Alors, je voulais dire, effectivement, mon regret de l'été, c'était Suicide Squad, qui a été un peu vraiment ma déception. Et 2 films de la rentrée français que je trouve extrêmement intéressants. D'abord, Nocturama. Alors, Nocturama, c'est le film de Bertrand Bonello, c'était à Cannes cette année. Alors, c'est évidemment très en résonance avec l'actualité. C'est une bande de jeunes, mais qui se fendent pas la gueule, en fait, qui est une bande de jeunes plutôt révoltés, on va dire. Mais c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus compliqué que ce que je dis là. Et qui pose des bombes dans Paris.
c'est la première demi-heure, voire les 3 premiers quarts d'heure, et qui ensuite, sur la deuxième partie du film, se réfugie, une fois les bombes posées et explosées, se réfugie dans un grand magasin qui, en l'espèce, a été tourné à la Samaritaine. Donc, décor génial, vous savez-vous, où avait été jusqu'à là, ce qui est fermé depuis des années, mais il y a eu un autre film génial qui a été tourné à la Samaritaine, Holy Motors, de Léo Scarax. Eh oui. Eh ben, je ne sais. Eh oui, mon bah, vous êtes là pour avec ça. Avec Denis Lavant et Kylie Minogue. Ah, d'accord. Ouais, ça s'invente pas. Bref, mais c'était déjà, le film était génial. Et là, Nocturama, c'est très très bien. Alors, c'est une espèce d'ambiance complètement étonnante, effectivement. On n'est pas du tout, alors par contre, dans l'univers actualité, attentat, etc. C'est beaucoup plus à la fois déconnecté et en phase avec la réalité. C'est tout l'intérêt du film. De ces gamins qui finalement sont, vous, moi, sortent de partout. Voilà, sont d'origines différentes, de milieux différents. Et c'est ensuite toute leur angoisse pendant les 3 derniers, toute la nuit qui suit. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se faire piquer, pas piquer? Les relations entre eux. C'est une espèce de... Donc, même quand c'est en extérieur, on a le sentiment d'être dans un huis clos. Ouais. Mais c'est pesant, mais pas sclérosant. Voilà, on est pris dans le truc et vraiment avec une musique excellente. Alors c'est toute une pléiade de jeunes acteurs qui sont excellents, dont Finnegan Oldfield qu'on a déjà vu dans Les Cowboys et qu'à mon avis on va beaucoup revoir. Voilà, il y a une super bande de comédiens. La Bonello fait un truc vraiment qui ressemble à rien, et enfin rien de ce qu'on connaît en tout cas, et c'est vraiment étonnant. C'est étonnant. Deuxième film plus classique mais tout à fait intéressant, qui s'appelle France. Donc c'est le François Ozon. J'ai l'impression que le Ninet a l'air particulièrement super acteur dedans. Enfin, il est très bon, mais il est toujours très bon, oui. Donc c'est d'une banalité. Par contre, il y a une jeune qui s'appelle Paula Beer, qui est excellente aussi, qui est très très bien. Alors, vous raconter l'histoire, c'est un peu là aussi. C'est un soldat français, fin de la Première Guerre mondiale. On est en Allemagne. Alors, le film est en VO et obligatoirement passe en VO, donc même au pâté. Ça c'est dit. Et donc, fin de la Première Guerre mondiale, on est en Allemagne et une jeune Allemande qui pleure son fiancé mort trouve sur la tombe de son fiancé un jeune soldat français qui explique avoir été le meilleur ami de Franz, donc du fameux fiancé. Elle l'emmène chez les parents, enfin voilà. Et puis, bon, il va se passer plein de choses. C'est tourné en noir et blanc, en grande partie, pas que, mais en grande partie. C'est tourné en allemand et en français, donc, pour bien respecter effectivement les langues. Ça, c'est une bonne idée. C'est un film qui est à la fois hors du temps, comme on peut l'imaginer, et dans la mise en scène, qui est très belle, hein, qui est très léchée, qui est très belle. On pense évidemment à Jules et Jim de Truffaut, enfin, voilà. Mais c'est un film d'abord sur la guerre, finalement. C'est vraiment un film sur les traumatismes de la guerre et de la Première Guerre mondiale, mais plus globalement de la guerre. Et ça, c'est très bien vu. C'est un remake d'un film de Lubitsch. D'accord. Et c'est aussi, évidemment, une très belle histoire d'amour. C'est un peu lent par moment, un peu posé, je dirais. Voilà, un petit peu, il y a un petit côté un petit contemplatif. Peu... ouais, on a envie de temps en temps qu'il pète un peu les câbles. Mais en même temps, voilà, l'histoire veut ça. Et du coup, on se prend vraiment, au début, on se dit, oh là là, ça va être très long. Et puis finalement, on se prend au jeu, on se prend à cette histoire d'amour qui est vraiment belle, qui est pleine de rebondissements, et à cette ambiance. Et on pense au Ruban Blanc aussi de Haneke. Et voilà, il y a une vraie ambiance, il y a quelque chose. C'est un film fort. Moi, je trouve que c'est un beau film. C'est vraiment un beau film. France, Nocturama, et on a dit Dernier train pour Busan. Voilà, Divine, on parlera de Divine, du film qu'a du Quito, quand je l'aurai vu. Voilà, parce qu'on a plus de temps. Voilà. C'est comme ça. C'est ballot. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu encore une fois sur le plateau du Bocal. Je vous rappelle les chroniques de Marvel, les chroniques d'Alexandre, Marvel, M-A-R, plus loin V-E-2-L. C'est sur YouTube, c'est tout simplement le chroniqueur de France le plus suivi sur cet univers Marvel. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet univers, c'est sur cette chaîne qu'il faut aller. Merci beaucoup Alexandre d'être venu sur ce plateau. Dans un instant, on reçoit Thomas Château de l'Excelsior et Dominique Kettel pour les Saulnières. On va parler évidemment de Superformat, cette association qui regroupe 5 structures mancelles et qui préfigure d'une SMAC, une salle des musiques actuelles. À tout de suite.